ce festival des courts-métrages est assez exceptionnel. Moi, je suis vraiment ravi d'être présent, d'être parmi vous. J'ai vu les 40 courts-métrages. C'est d'une richesse incroyable. C'est pas seulement intéressant, c'est très enthousiasmant. Même pour nous qui travaillons aussi à vos côtés, aux côtés des bénévoles et des associations qui font un énorme travail au quotidien. Dans tous ces courts-métrages, il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a beaucoup de connaissances du sujet aussi, beaucoup d'outils numériques qui vont nous permettre de mieux sensibiliser, de mieux vacciner le grand public. Il y a des courts-métrages avec un impact fort, avec des témoignages chocs, des courts-métrages subtils, des courts-métrages brillants, des vidéos qui interrogent, des vidéos qui interpellent, certains drôles, certains plus réalistes sur le trauma vécu par les victimes et les familles de victimes, des courts-métrages explicatifs, des outils hyper importants pour expliquer, pour démontrer, pour sensibiliser. Merci beaucoup pour ce travail nécessaire d'utilité publique, d'utilité personnelle, et bravo pour votre implication, et je suis très honoré que ce magnifique projet ait pu être mené à bout. Donc merci au GMP, merci à toutes les associations qui font un énorme travail au quotidien, au plus proche des victimes, et merci à tous ceux qui s'impliquent effectivement dans la prévention et la lutte contre les dérives sectaires. Donc petite intervention un peu plus institutionnelle pour cette fin de matinée sur la lutte contre les dérives sectaires aujourd'hui en France. Juste pour qu'effectivement dans l'auditoire, s'il y a des personnes qui découvrent le sujet, reprendre quelques éléments à titre préalable. Donc en introduction, revenir sur les choses importantes, c'est-à-dire bien dire que le plus important en matière de prévention sur les dérives sectaires, c'est de garder en tête qu'il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes en la matière. Et donc, par exemple, se dire que les personnes qui sont prises dans les mouvements sectaires, c'est forcément des gens naïfs et crédules. Moi, j'ai tendance à dire, mais qui ne l'est pas dans sa vie, à des moments de fragilité, et on fait les mauvaises rencontres au mauvais moment, parce qu'on est peut-être éloigné, on est isolé, on n'est pas proche de sa famille, de ses amis, de ses collègues, et donc on peut se laisser appâter par de beaux discours bienveillants, comme ça a été montré dans certains des courts-métrages déjà ce matin, ce qu'ils seront cet après-midi aussi. Autre cliché, c'est de se dire que finalement, les mouvements sectaires qui sont connus, c'est les 5-6 mouvements les plus connus. Tout le monde a en tête ces mouvements-là. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais au quotidien, même la Miviludes, cette mission interministérielle quasi unique au monde, tous les jours, elle découvre des mouvements, des individus, ou des pratiques alternatives de santé qui permettent une emprise psychologique sur les personnes qu'on ne connaît pas à la Miviludes. Alors que la Miviludes, les prédécesseurs étant l'Observatoire interministériel sur les sectes datant de 1996 et la MILS, la Mission interministérielle de lutte contre les sectes en 1998. Donc vous voyez presque 27 ans d'existence pour un petit organisme d'État très spécialisé sur le sujet. Tous les jours, on découvre des mouvements, des individus dangereux, des pratiques alternatives de santé qu'on ne connaît pas. Donc c'est beaucoup d'humilité aussi quand on travaille dans ce domaine. Autre cliché, c'est de se dire, et ça l'a été très bien dit dans un court-métrage ce matin, que c'est pas parce que vous sortez d'un mouvement sectaire que le mouvement sectaire n'est plus en vous. Là aussi, ça fait partie des clichés, des stéréotypes. Et il faut malheureusement de très nombreuses années de psychothérapie ou d'aide et de soutien et de prise en charge par des tissus associatifs spécialisés ou par des psychologues spécialisés sur l'emprise mentale pour tenter de s'en sortir. Autre cliché aussi, c'est de se dire que le gourou, la gourelle, c'est le féminin de gourou, n'existe plus, donc il n'y a plus de problème. Non, il y a pas mal de mouvements aujourd'hui qui perdurent encore et qui font des ravages parmi la population. Donc vous voyez, c'est couper court à tous ces clichés et puis tenter, si l'on peut, d'anticiper les évolutions, les mutations du phénomène sectaire. Et aujourd'hui, les institutionnels et les associations qui sont représentées ici ils le savent bien. Le phénomène sectaire s'est transformé, s'est adapté aux besoins, aux attentes de nos concitoyens, d'où la nécessité aussi pour nous, que ce soit les institutionnels, les associations qui travaillent dans le domaine des dérives sectaires depuis de très nombreuses années,
anticipent un petit peu et utilisent eux aussi les réseaux sociaux et Internet pour valoriser ce contre-discours face aux mouvements sectaires qui pullulent un peu partout. Diapo suivante. Donc là, sans rentrer trop dans le détail non plus, la plupart d'entre vous connaissent très bien, mais voyez, la lutte contre les dérives sectaires en France, ça date déjà de très nombreuses années. Première date importante en 83 avec la remise d'un rapport d'un député, M. Alain Vivien, qui était seul à travailler sur le sujet. Mais il faut parler quand même de l'extraordinaire travail fait depuis les années 70 par de nombreuses associations aussi, qui ont bien souvent été créées parce que des personnes, des familles ont été directement touchées en France par le phénomène des dérives sectaires. Et donc ont créé ces associations et il a fallu quelques années pour que l'État s'engage aussi sur le domaine de la prévention et de la lutte contre les dérives sectaires. Et comme bien souvent, il a fallu un drame. En 95, l'ordre du Temple solaire, 16 personnes, dont 3 enfants, retrouvés morts dans une clairière du Vercors en France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience de l'État, donc une douzaine d'années après, 15 ans après les premières créations des associations de lutte contre les sectes en France. 96, premier rapport parlementaire sur les sectes en France, c'est là où il y avait cette fameuse liste noire des mouvements sectaires. Il suffisait d'appartenir à ces mouvements pour que ce soit réputé dangereux pour les personnes, sauf que ça rentrait un peu en contradiction aussi avec les libertés fondamentales, liberté de croyance, liberté de religion, liberté de réunion, liberté d'association. Et donc dans les années 2000, il y a eu effectivement changement de portage de la part de l'État pour lutter non plus contre les sectes des groupes religieux identifiés, mais contre les dérives sectaires. Donc c'est à la fois un changement de vocabulaire important, puisque aujourd'hui les dérives sectaires, ce n'est plus que dans la sphère religieuse. Au niveau du travail de la Mivilude, 75% à peu près, c'est un chiffre grosso modo. On est hors champ du religieux, une bonne partie en matière de santé et bien-être aujourd'hui. Au contrario, 20-25% encore, on est dans la sphère religieuse et des dérives sectaires. Et le changement de vocable aussi est important, puisque dérive sectaire, ça ne prend pas en compte uniquement les agissements de groupes ou de communautés, mais aussi d'individus seuls qui vont développer une emprise psychologique sur les personnes avec des techniques particulières. Donc aujourd'hui, on est sur la lutte contre les dérives sectaires, plutôt sur la prise en compte des conséquences dommageables pour les personnes et pas la simple appartenance à un mouvement. En 99, deuxième rapport parlementaire sur les sectes et l'argent. Et c'est important toujours aussi de travailler sur l'aspect financier, parce que c'est une des finalités importantes des mouvements sectaires, c'est l'appât du gain. C'est obtenir le patrimoine des personnes, en plus de pouvoir les manipuler au quotidien, et parfois aussi les faveurs sexuelles qui sont importantes pour ces mouvements ou ces individus leaders. En 2001, promulgation de la loi Abou-Picard, avec cette infraction spécifique en droit français d'abus de faiblesse, en fait, troisième hypothèse d'abus de faiblesse à côté de l'abus de faiblesse des mineurs et abus de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie. Les femmes enceintes sont considérées comme personnes vulnérables aujourd'hui dans le droit français, donc à protéger particulièrement. Vous avez l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, par emprise mentale, sur laquelle effectivement les enquêteurs travaillent beaucoup aujourd'hui, à côté de pléthore d'autres infractions qu'on peut relever aussi dans le champ des dérives sectaires. En 2002, création de la Mivilude qui a pris la suite de la MIL. C'est en 2006, troisième rapport parlementaire important sur un sujet qui n'est pas forcément beaucoup évoqué, sur les mineurs et les dérives sectaires. Donc là, on a encore affaire à des personnes encore plus vulnérables, encore plus à protéger aussi. Et on y travaille avec les associations au quotidien pour essayer de prendre en compte ces victimes mineures qui sont bien souvent invisibles et inaudibles, et pour certaines d'entre elles qui sont nées dans les mouvements sectaires. C'est très difficile aussi après de se resocialiser à l'extérieur lorsque vous n'avez connu que le vécu dans un mouvement sectaire. En 2013, quatrième rapport parlementaire pour montrer aussi que les politiques, nos politiques s'intéressent au sujet. Il faut toujours les mobiliser là-dessus, parce que c'est eux qui peuvent permettre de faire changer les législations aussi en la matière. 2013, rapport sur dérives thérapeutiques et dérives sectaires, la santé en danger, avec des possibilités d'infiltration et d'entrisme des mouvements sectaires ou des individus sectaires dans les institutions d'État. 2020, transfert de la Mivilude au ministère de l'Intérieur. On était avant au service Premier ministre, donc on s'est adapté. Et aujourd'hui, on essaye de travailler presque aussi bien que ça l'était auparavant. Et puis, bien sûr, j'ai noté le 29 septembre 2023, le Sectival à Marseille.
donc qui est un des projets voilà, qui a été mené à bout avec l'appel à projet de l'année dernière, comme le colloque aussi du CCMN qui a été fait hier sur Paris, sur les personnes âgées et les dérives sectaires. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, donc merci encore aux associations et aux collectifs et aux citoyens qui s'impliquent dans ce domaine. Diapo suivante. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle des mouvements sectaires, on pense à ça, mais aujourd'hui, la situation s'est émiettée. On a un phénomène de micro-groupes qui se crée un peu partout. Diapo suivante. Donc là, je vous renvoie vers ce petit documentaire de France 3 très intéressant de janvier 2023 qui nous replonge en 95 sur l'onde de choc que ça a été effectivement la découverte sur le sol français d'un groupe sectaire potentiellement dangereux, l'OTS. Diapo suivante. Donc, à côté de ces menaces, aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité ? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une secrétaire d'État qui s'est positionnée là-dessus. Elle a fait beaucoup de reportages, d'articles de presse, diapo suivante. Elle a réalisé aussi les assises sur les dérives sectaires au mois de mars 2023, pendant 2 jours, de rassembler à la fois les acteurs du tissu associatif, des citoyens, les institutionnels qui travaillent là-dessus pour voir comment améliorer aujourd'hui la prévention et la lutte contre les dérives sectaires. Diapo suivante, on espère bien sûr que ça va se poursuivre, même si notre secrétaire d'État vient de quitter le gouvernement, devrait être remplacé, poursuite du service public. On sera là pour y veiller, on espère que bien sûr vous aussi, les associations, seront là pour y veiller. Notion de dérive sectaire, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc c'est le changement de politique publique, voilà, diapo suivante. On est aujourd'hui sur une lutte contre les dérives sectaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme caractéristique d'une dérive sectaire ? Je sais que dans un ou 2 courts-métrages, on verra peut-être cet après-midi, c'est un peu plus précisé là-dessus. La dérive sectaire, c'est quoi ? C'est la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour elle, que ce soit en termes physiques, en termes psychologiques, en termes financiers. Donc c'est une définition générique, mais qui reprend déjà quelques caractéristiques importantes, et dans la diapo suivante, on va y venir juste après, on détaillera un peu plus la grille de lecture, si vous voulez, qu'on utilise au quotidien, que les associations utilisent au quotidien, pour savoir si telle situation dont on nous apporte les éléments peuvent être considérées comme une dérive sectaire ou pas, sachant qu'à la Miviludes, on reçoit beaucoup de sollicitations, à peu près 4000 par an maintenant, et à nous de effectivement faire le tri entre ce qui est dérive sectaire et ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, vous l'aurez compris, ce qui n'est pas dérive sectaire, même si ce n'est pas de la compétence de la Miviludes, on le prend quand même en compte et on essaye de rediriger les personnes vers les bons services de l'État ou vers les associations pour que ce soit pris en compte au niveau de leur témoignage et leur situation problématique. Donc la Miviludes, je l'ai marqué, mais voilà, c'est bien de le redire, n'est pas police de la pensée, on n'est pas dans un rôle moralisateur, on est là pour aider nos concitoyens à y voir un petit peu plus clair sur la situation qui les concerne, qui concerne leurs proches, et les orienter vers les bons services de l'État. La Miviludes est gardienne des libertés publiques, donc on se doit de respecter effectivement les croyances de tout à chacun, mais s'il y a des conséquences dommageables ou des infractions qui sont commises, c'est là où il faut intervenir. La Miviludes, je le précise aussi, n'est pas la mission interministérielle sur l'emprise mentale au sens large. On a de temps en temps des sollicitations sur des problématiques liées à l'emprise mentale d'un conjoint sur son épouse ou d'un époux sur sa compagne. C'est une problématique grave, c'est une problématique qui touche beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, mais on n'est pas forcément dans un cas de dérive sectaire. Donc là aussi, on essaie d'orienter. Il y a très peu d'associations qui travaillent sur l'emprise intrafamiliale aujourd'hui. C'est une vraie plaie, il faut pouvoir le dire aussi, mais on n'est pas forcément dans un cadre de dérive sectaire, la compétence de la Miviludes. Diapo suivante. Donc ça, c'est, excusez-moi pour la densité de cette diapo, mais c'est en fait la liste d'une dizaine de critères qui est issue du travail des renseignements généraux dans les années 90, qui était le seul service de l'État à l'époque à travailler sur les sectes. Aujourd'hui, voilà, c'est notre grille de lecture qu'on utilise sur chaque situation qui nous est apportée,
À la Miviludes, on essaye de voir si on a un certain nombre d'indicateurs. Il n'en faut pas 5 sur 10, il n'en faut pas 3 ou 8, il en faut un certain nombre. Et après, effectivement, on échange avec la personne qui nous a sollicité et on l'oriente dans ses démarches. Donc il faut obligatoirement le premier critère, l'emprise mentale. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était juste l'expert psychologue ou l'expert psychiatre qui pouvait apporter un diagnostic, si vous voulez, d'emprise mentale lors du procès. Aujourd'hui, depuis 4-5 ans, professeur Parquet, qui travaille avec de nombreuses associations spécialisées et avec la Miviludes, qui est expert auprès des tribunaux et qui est psychiatre spécialiste de l'emprise mentale, nous apporte quelques indicateurs pour préciser comment on pourrait caractériser une emprise mentale. Diapo suivante, on viendra à celle-ci après. Donc là aussi, c'est ce que vous retrouvez sur le site internet de la Miviludes et sur pas mal de sites des associations spécialisées. Donc comment caractériser une emprise mentale ? Ça va être par exemple le changement de comportement d'une personne qu'on ne peut pas expliquer. C'est sûr que si on vous annonce une maladie grave, vous allez changer dans votre comportement, dans vos habitudes de vie. Mais là, ce sont des situations qui ne sont pas explicables par les proches. Changement d'habitude de vie, changement de régime alimentaire, soudain, drastique. C'est l'acceptation par une personne que ses choix de vie soient modelés par les suggestions, les injonctions, les ordres d'une tierce personne qui n'est pas quelqu'un de sa famille ou d'une communauté extérieure. Par exemple, c'est la communauté ou c'est le leader charismatique qui va décider avec qui la personne doit faire sa vie. On a vu dans certains mouvements sectaires des couples rentrer et le leader décide que finalement la femme n'est plus avec son mari mais devient la femme d'un nouveau couple que le leader a co-créé. D'ailleurs, on a vu aussi parfois des couples rentrer avec enfants et l'enfant n'est plus, selon les dires du gourou, de la gourelle, l'enfant du couple, mais devient l'enfant d'un autre couple. Et les gens l'acceptent. Ça vous montre la puissance de l'emprise psychologique qu'on peut avoir sur les gens. Après, vous avez d'autres notions, la mise à disposition complète, progressive, extensive de sa vie à une personne référente ou à une institution. Le terme d'anesthésie affective, c'est une personne qui n'a plus d'émotion pour ses proches. Et c'est des choses qui, là aussi, ne sont pas explicables par la famille, par les amis. Vous avez encore l'imperméabilité aux avis, aux remarques venant de l'extérieur, même de proches, la réalisation d'actes graves. Donc tout ça pour expliquer comment on peut caractériser une situation d'emprise psychologique préjudiciable. Et là, le professeur Parquet, lui, dit qu'il en faut 5 sur 9 pour effectivement qualifier une situation d'emprise mentale, qui va être le premier critère de la dérive sectaire. Si on peut revenir à la diapo d'avant, et là aussi très rapidement, reprendre les autres critères. Donc je l'ai dit, il n'en faut pas 5 sur 10 ici, il en faut un certain nombre. La rupture avec l'environnement d'origine, c'est dans 100% des cas des dérives sectaires. S'il n'y a pas l'emprise psychologique, s'il n'y a pas la rupture avec les proches, il n'y a pas possibilité de l'emprise psychologique d'un leader charismatique ou d'une communauté. Les exigences financières exorbitantes, c'est très souvent, voilà, mais chaque terme a son importance. Exorbitant, donner 10% de son salaire, c'est pas interdit pour sa communauté. Donner 50% ou 80%, on est dans le côté exorbitant. Attention, on a affaire à des mouvements sectaires qui sont ingénieux, et certains qui sont défavorablement connus vont demander que 10%, par exemple. Je pense aux raéliens, voilà. Mais c'est pas grave, c'est d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte concernant ce mouvement. Après, vous avez d'autres mouvements sectaires qui sont ingénieux, qui vont demander 10% par tête. Donc vous avez une grande famille, ça commence à chiffrer aussi. On a affaire à des professionnels en face, des mouvements ou des individus, donc voilà, qui tentent de s'adapter aussi à ce que met en place l'État et les associations. L'existence d'atteintes à l'intégrité physique et psychique, là aussi, vous avez tout le panel des infractions, donc maltraitance, dénutrition, actes torturés de barbarie, agression sexuelle, viol, homicide volontaire, homicide involontaire, incitation au suicide. Toutes ces infractions, on peut les retrouver dans le domaine des dérives sectaires aussi, dans les atteintes à l'intégrité physique ou psychique. Embrigadement des enfants, ça dépend. Il y a des mouvements sectaires qui ne veulent surtout pas toucher aux enfants parce qu'ils savent que c'est un effet levier pour les services de l'État pour agir. Il y en a d'autres pour qui les enfants sont uniquement les objets sexuels pour la jouissance du gourou. Et ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. L'existence et l'importance des démêlés judiciaires, ça dépend des mouvements sur lesquels on travaille. Et de plus en plus, on a l'impression de voir des nouveaux petits mouvements sectaires se créer.
D'où la nécessité aussi d'avoir des spécialistes dans le domaine et de décrypter un petit peu la réalité de ces nouveaux phénomènes sectaires. Discours antisocial avec diabolisation du monde extérieur, c'est l'isolement par rapport au monde extérieur, c'est très bien dit dans certains courts-métrages. Donc là aussi, c'est dans 100% des cas. S'il n'y a pas cette coupure avec l'extérieur, il n'y a pas la possibilité d'emprise d'un leader charismatique, d'une communauté dans la vie de la personne. Le refus de soins ou l'arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits, il est souligné parce que ce critère ne faisait pas partie de la liste de 95 des critères sur les dérives sectaires. C'est un peu l'expérience de la Miviludes et du travail des associations qui montrent que dans certains mouvements aujourd'hui, on a une telle emprise psychologique sur les personnes que même en cas de maladie grave, on va leur imposer d'arrêter les traitements classiques, conventionnels. Alors ça ne va pas bien sûr aider pour la santé des personnes. C'est tout ce qui est aussi guérison par la prière. C'est pas interdit d'y croire, mais ça peut être potentiellement dangereux pour votre santé quand même. Les troubles à l'ordre public, là, sont pléthores aussi. C'est toutes les infractions qu'on peut relever. Mais de plus en plus, la justice en France doit connaître de personnes. Et c'est la première fois qu'elle passe devant les fourches codines de la justice, parce qu'elle n'était pas forcément connue. C'est le fait de cet émiettement du phénomène sectaire qui se développe parfois au plus proche de nous. D'où cette nécessité de vigilance pour tout à chacun, et d'où cette importance aussi des messages de prévention et de sensibilisation et de vaccination qui seront passés avec tous ces beaux courts-métrages qui ont été réalisés. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, c'est une longue phrase pour parler de tout ce qui est travail dissimulé, travail illégal, faux bénévolat, associations travaillant comme des sociétés commerciales, un autre critère économique qui rentre en ligne de compte, et les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics et des milieux économiques. C'est une réalité pour certains mouvements sectaires que vous connaissez, mais là, attention aussi aux clichés, il n'y a pas que les grands mouvements sectaires qui peuvent faire ça. Au niveau local aussi, on peut s'acoquiner avec une petite association qui prend attache avec les notables du coin, voire avec la gendarmerie ou la police, et puis tout se passe très bien, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, en apparence. Ce n'est pas la réalité vécue par les gens à l'intérieur de ces mouvements aussi. Donc voilà pour cette diapo qui a été un petit peu longue, mais ça permet de remettre les idées en place aussi chez tout à chacun. Diapo suivante, et encore celle d'après. Sur le processus d'emprise mentale, ça a été dit dans certains courts-métrages que vous verrez cet après-midi. Donc différentes phases, phase de séduction, fameux love bombing, déconstruction, reconstruction de la personne à l'image de ce que veut le gourou, la gourelle ou la communauté pour lui, et l'auto-renforcement, la personne devenant adepte. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont connues depuis longtemps. On retrouve ça dans le livre de M. Abgral sur la mécanique des sectes en 96. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce que les associations voient aussi, c'est qu'on a une rapidité d'endoctrinement, même s'il y a toujours cette progressivité, et on a des questionnements, la Miviludes, sur 5 jours de stage de coaching, voilà, qui sont potentiellement très déstabilisants. On a même un stage de 2 jours et demi aujourd'hui, qui est proposé en France, mais à l'étranger aussi, et les personnes suivent ces stages et se retrouvent en hôpitaux psychiatriques après 2 jours et demi de stage. C'est ça la réalité aussi. Donc on a toujours cette progressivité de l'endoctrinement dans la plupart des cas, et parfois c'est extrêmement rapide. C'est pas parce que les personnes sont naïves ou crédules, c'est parce qu'elles sont fragiles, elles sont vulnérables, et ces mouvements, ces individus leaders vont jouer là-dessus. D'où la nécessité de continuer à décrypter un petit peu les mécanismes d'emprise mentale, et merci à nos experts mentalistes et à tous ceux qui font des vidéos pour prévenir les gens sur les possibilités de manipulation des personnes au quotidien. Difficulté pour les victimes à s'exprimer, à se faire entendre, à dénoncer des faits graves. Impossibilité de se reconnaître en tant que victime pendant de très nombreuses années. On est complètement dans le déni. C'est ce qu'on a vu au travers des nombreux témoignages qu'on a pu recevoir, que les associations reçoivent aussi. La culpabilité, la crainte, la honte de s'être laissé avoir. Oui, mais en fait, c'est pas une honte, c'est que tout le monde se serait fait avoir également, parce qu'il y a des techniques d'endoctrinement, d'embrigadement, de manipulation qui sont mises en place, mais qui sont parfois invisibles. Traumatismes multiples, nécessité de prise en charge sur le long terme pour les victimes et aussi pour les familles de victimes, d'être aidées là-dessus. Et vous avez, oui, un très bon reportage d'Arte du mois de juin 2023. Je vous invite à aller voir, qui s'appelle « De l'emprise à la déprise ». Et vous avez là aussi le témoignage de victimes de mouvements sectaires. Je crois qu'elles sont 5 dans 5 mouvements différents. Et c'est très intéressant d'avoir accès à ce type de témoignage-là, parce que ça fait comprendre la réalité du phénomène d'emprise et les traumas multiples qui sont véhiculés. Diapo suivante.
Là, c'est voilà, une diapo pour dire que c'est pas toujours simple de déterminer l'abus de faiblesse, hein, cette infraction spécifique. Parfois, on est à la frontière avec d'autres infractions, fraude, escroquerie, abus de confiance. Donc là, on a besoin effectivement de spécialistes pour décrypter un petit peu dans les situations qui nous sont apportées la réalité, la caractérisation d'infractions matérielles, et ensuite, bien sûr, que les enquêteurs puissent travailler dessus en prenant en compte les témoignages qui leur sont apportés, à la fois des victimes, mais des familles de victimes et des proches. Diapo suivante. Là, je passe, j'ai juste mis cette infraction spécifique qui nous est enviée de l'étranger. Il y a très peu de pays à l'étranger qui ont cette infraction spécifique d'abus de faiblesse par suggestion psychologique, je crois en Belgique et au Luxembourg, de tête. Donc ça, c'est inscrit dans le MARC, dans le code pénal. Et parfois, ça peut évoluer, voilà, d'où la nécessité d'être au contact aussi de nos politiques, puisque là, il y a un abus de faiblesse par bande organisée aussi qui existe aujourd'hui. Voilà. Donc je passe à la diapo suivante. Là aussi, c'est toutes les infractions qu'on a pu retrouver dans le domaine des dérives sectaires. Il faut penser aussi à des infractions qu'elles n'en pensent pas forcément, mais proxénétisme, traite d'êtres humains, esclavage moderne, pédophilie, empoisonnement, tout ce qui est exercice illégal de profession réglementée, tout ce qui est usurpation de titres, c'est faiblement puni, mais c'est quand même un premier coup ici pour dire que l'État est vigilant et que la société ne peut pas laisser tout faire. Par exemple, toutes ces plaques qui fleurissent un peu partout, de pseudo-professionnels aussi, avec des métiers qui n'existent pas. J'ai vu à Paris psychospécialiste, astro-biopsychologue, avec une belle plaque en marbre. Oui, mais ça n'existe pas. Donc là aussi, il faut éduquer les personnes à l'esprit critique aussi là-dessus. Lorsqu'on ne va pas bien, il vaut mieux aller voir des vrais professionnels de santé. Parfois, c'est difficile parce qu'il faut 5 mois, 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. Et bien souvent, certaines personnes vont effectivement préférer aller voir un thérapeute, mais ça ne va pas forcément bien les soigner ensuite. Diapo suivante. Donc, quels sont les différents acteurs, prévention et la lutte contre les dérives sectaires? Donc, rapidement, diapo suivante. La Miviludes, qui sommes-nous, que faisons-nous? C'est une structure quasi unique au monde. C'est pour ça qu'on est pas mal aussi interrogé de l'étranger, hein, par des services étrangers, par des citoyens étrangers aussi, sur des mouvements sectaires en France ou sur des mouvements sectaires dirigés par des Français. Donc là aussi, on essaye de faire le lien et de rediriger ces personnes vers d'autres services d'État, peut-être des ambassades de France à l'étranger aussi, ça nous arrive parfois. Donc on est à la fois au contact des partenaires institutionnels en France, des partenaires associatifs qui sont très importants pour nous. Je le redis encore, la lutte contre les dérives sectaires et la prévention contre les dérives sectaires en France, sans le tissu associatif, ne serait pas grand-chose. Si après, la Miviludes et d'autres services peuvent aider les associations à mieux être pris en compte au niveau des témoignages et mieux prendre en compte les propos de nos concitoyens, on sert à ça au quotidien. Surtout qu'il y a une plateforme sur Internet, sur le site Miviludes, tout à chacun peut nous interroger. Là aussi, sans rentrer trop dans le détail, mais au jour le jour, on reçoit une vingtaine de saisines. Le week-end, c'est 30 à 40. Donc vous voyez, on est à flux continu de personnes qui ont des choses à dire, des inquiétudes pour des proches aussi. À nous, après, de faire le tri et de reprendre contact avec ces personnes. C'est pas toujours simple, parce que la Miviludes, c'est 12 personnes, simplement, 7 conseillers. Mais on est là au quotidien pour essayer de fluidifier un petit peu tout ça et surtout de faire entendre les messages d'inquiétude de proches au service de l'État. Les conseillers et la Miviludes n'ont pas de pouvoir d'enquête. Seul le magistrat peut ensuite qualifier des infractions, mais la Miviludes peut faire des signalements à l'autorité judiciaire dans les cas les plus graves. Il faut souvent plusieurs signalements pour qu'on puisse effectivement faire ces signalements à l'autorité judiciaire. Diapo suivante. Ça, c'est toutes les missions de la Miviludes. Elles sont pléthoriques. On essaye d'être présent sur toutes. C'est pas forcément simple, mais le contact avec les associations, le travail partenarial et de collaboration qu'on fait est essentiel. C'est pour ça aussi que on est content de la réalisation de ce beau projet du premier festival des courts-métrages sur les dérives sectaires. Bravo encore à vous. Diapo suivante. L'équipe de la Miviludes, un président, c'est M. Appert, Étienne Appert, un magistrat qui vient d'être nommé. Le chef de la Miviludes, vous aurez le plaisir de le rencontrer tout à l'heure dans l'après-midi, M. Donatien Levaillant.
adjointe au chef de la Miviludes, une magistrate en cours de recrutement qui devrait bientôt arriver. C'est plutôt bien aussi là pour expliquer aux magistrats comment on travaille en judiciaire sur les dérives sectaires. Pôle sécurité, votre serviteur, donc commandant de gendarmerie et un commandant de police. Le pôle santé, 2 hauts cadres de santé qui travaillent au quotidien sur les thérapeutes, les charlatans de la santé et sur les vrais professionnels de santé qui font n'importe quoi aussi. Vous voyez, on n'est pas à privilégier la médecine allopathique par rapport à la fausse médecine. On travaille sur l'ensemble du spectre, tous ceux qui vont mettre sous emprise psychologique nos concitoyens. Le pôle économique, financier, formation professionnelle, travail, finances publiques, emploi, une personne simplement détachée de Bercy qui va surtout travailler sur tout ce qui est coaching et développement personnel déviant. Là aussi sans faire l'amalgame, tous les coachs ne sont pas déviants, mais il y en a un certain nombre aujourd'hui qui posent de gros problèmes à nos concitoyens. Pôle mineur, c'est une personne de l'éducation nationale qui travaille beaucoup sur les écoles hors contrat aujourd'hui et sur l'instruction à domicile. Voilà, ça progresse, donc il faut être vigilant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a affaire quand même à un public ultra fragile, les mineurs. L'autre personne du pôle mineur, c'est une ancienne directrice protection judiciaire de la jeunesse qui va travailler beaucoup sur lorsqu'on est interrogé, lorsqu'il y a un divorce avec droit de garde par rapport aux enfants et on est interrogé, est-ce que c'est dangereux pour l'enfant d'être en contact avec ce mouvement ou pas, ou avec ce thérapeute. Et donc là, on apporte aussi notre analyse là-dessus. Un documentaliste qui s'occupe aussi de la veille un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Je suis toujours effaré de ce que je vois sur les Twitter. Alors, j'ai pas accès à TikTok ou Instagram, mais il y a beaucoup de choses sur Twitter. Et encore merci pour tous ceux qui font ce travail de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour la population. On a une juriste et on a parfois des stagiaires. Et en principe, on devra avoir des renforts. Ce qui est prévu dans le plan national qui devait sortir dans quelques semaines. On en attend donc, voilà, on attend la suite. Diapo suivante. Les partenaires, c'est un travail, la Miviludes, en interministériel au quotidien avec les grands ministères régaliens. Là aussi, on peut faire passer des messages en interne et parfois ça peut aboutir à des choses importantes pour nos concitoyens. Diapo suivante. Par exemple, dans le domaine de la santé et du bien-être, tous les partenariats qui sont menés avec les grands ordres professionnels, là aussi, pour que chacun de ces services de l'État agisse à son niveau. Il n'y a pas que la Miviludes qui peut agir, il n'y a pas que les associations non plus. L'ordre des médecins doit faire le travail aussi chez eux, par rapport à des médecins déviants, l'ordre des sages-femmes aussi, l'ordre des masseurs kinés aussi. Il y a certains services de l'État qui sont assez pugnaces aujourd'hui là-dessus, et c'est pas plus mal. Diapo suivante. Et ça, bien sûr, c'est complété par l'extraordinaire travail de partenariat avec toutes les associations qui se mobilisent. Et excusez-moi, je n'ai pas mis tous les acteurs aussi de la société civile qui sont présents, qui font un gros travail de prévention et de sensibilisation. Donc là aussi, sur le site de la Miviludes, vous avez carte de France, vous cliquez sur votre région, puis sur votre département. Et en principe, est remis à jour les coordonnées jusqu'en 2022. Il faudrait qu'on puisse remettre toutes les bonnes coordonnées de toutes les bonnes associations qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, il faut reprendre la main un petit peu sur notre site internet. Donc on est en train d'y travailler, mais voilà, tous les acteurs importants de la prévention sur les dérives sectaires sont à peu près là. Excuse-moi si j'en ai oublié. Diapo suivante. Et presque fini. Donc nécessité de communiquer, de sensibiliser. Et effectivement, depuis quelques temps, la Miviludes aussi participe à ce travail de sensibilisation en faisant des petits posts sur des choses qui nous semblent graves. Par exemple, la nuit de la philosophie, infiltrée par un mouvement connu depuis 40 ans en France. Sur les salons Zen Bio Bien-être qui fleurissent partout, là aussi, vigilance. Et puis sur des structures on ne connaît pas forcément, qui vont proposer de soigner une pathologie grave comme le cancer avec des extraits de gui. Voilà, quand on gratte un petit peu, quand on est curieux, qu'on va sur Internet, on voit quelle est la mouvance qui est derrière. Donc il y a beaucoup d'informations, diapo suivante, qui sont véhiculées pour mieux sensibiliser le grand public. Diapo suivante. Ça je passe, c'est le fonctionnement au quotidien. On reçoit une saisine, on la traite à notre niveau, on échange avec la personne, soit par téléphone, soit par réponse par mail. Et après, dans les cas les plus lourds, on peut, par rapport aux situations qui nous sont présentées, soit rediriger vers les associations, soit rediriger
Pourquoi les associations? Parce que les associations sont en lien parfois avec des professionnels de santé, des psychologues par exemple, ou des avocats, ou d'autres professions. Et parfois on peut effectivement rediriger vers des services de renseignement qui vont travailler avec la personne requérante, ou vers le procureur de la République dans les cas les plus graves. Ce que peut apporter la Miviludes, du renseignement, de la documentation sur le sujet, des conseils pratiques, une analyse. Et si jamais on n'a pas la solution, on n'a pas la réponse à vos questionnements, on saura toujours vers qui vous diriger, vers des associations très spécialisées, vers des sachants en la matière. Diapo suivante, j'en aurais presque fini. Quelques chiffres, vous voyez, pour vous montrer que même au niveau institutionnel, on voit une progression de la problématique des dérives sectaires. Vous voyez, en 6 ans, 7 ans de temps, on a fait plus 85%. 2015, on était à 2100 saisines par an, ce qui était déjà beaucoup. Aujourd'hui, on est à plus de 4000. Et ça progresse encore. Vous voyez, on est passé depuis 2020 à 2021, on est passé de 3000 à 4000 saisines par an. Donc tout ça, il faut pouvoir absorber tout ça, le traiter, renvoyer les personnes vers les bons services de l'État, c'est pas toujours simple. Diapo suivante. Au niveau des saisines, donc vous voyez, 56% des saisines que reçoit la Miviludes, c'est des signalements par rapport à des proches. 16% c'est des interrogations, voilà, j'ai vu telle publicité, est-ce que c'est dangereux, j'ai vu telle affiche. 7% c'est de l'échange entre administration d'État qui nous interroge aussi, on a des demandes de journalistes pour 4%, et 17% c'est des propos confus. On a parfois, on reçoit, pas mal, des témoignages, mais on ne comprend pas, donc on rappelle les personnes et on ne comprend toujours pas. On a aujourd'hui des gens qui vont pas bien, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance. Ça ne concerne pas forcément les dérives sectaires, mais là aussi ça pose des problèmes de prise en charge thérapeutique ou de soins pour ces personnes-là. Et au niveau de la répartition par pôle, vous voyez le pôle sécurité, nous on travaille beaucoup sur tout ce qui est problématique de dérives sectaires dans les religions, toutes tendances confondues. On travaille sur des groupes catholiques déviants, sur des groupes évangéliques déviants, il y en a malheureusement de plus en plus, sur les groupes bouddhistes, sur les groupes orientalistes. Donc toutes les grandes religions sont touchées par des dérives sectaires. Il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir travailler dessus. Et on travaille aussi au pôle sécurité sur tout ce qui est résurgence des coutumes ancestrales, néo-chamanisme, néo-druidisme, satanisme, tout ça. Plus vous rajoutez le New Age. Certains courts-métrages très bien faits seront visibles cet après-midi. Tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est occultisme, enfants indigos, ce genre de choses. Et puis on travaille aussi sur les éco-villages, sur les écolieux. Et le pôle sécurité travaille aussi sur tout ce qui est complotisme conspirationniste, qui n'est pas une dérive sectaire en soi. On est dans la diffusion de messages. Après, est-ce que ces messages ont parfois des incidences graves sur les personnes? Et c'est là où parfois ça peut tomber dans la dérive sectaire. Mais tout à chacun, on peut avoir des proches qui effectivement diffusent des messages complotistes. Il faut être vigilant là-dessus, mais on n'est pas forcément tout de suite dans une dérive sectaire en tant que telle. Par contre, effectivement, parfois ça passe le pas et ça tombe dans notre escarcelle. 25% des saisines à la Miviludes, c'est dans le domaine santé et bien-être, 17% dans le coaching, développement personnel, 12% concernant des mineurs. Alors attention, c'est pas parce qu'on a un pourcentage moindre pour les mineurs que c'est moins dangereux. On est là aussi face à un public extrêmement fragile, donc tout est important en la matière. Diapo suivante. Appel à projet, voilà, donc pas mal de lauréats et on est très content de ça. On espère bien sûr que pour l'année prochaine, pour cette année, il y aura un appel à projet. On attend d'avoir l'avis du politique là-dessus. Donc le Sectival, voilà, la boîte à bulles aussi, une ancienne BD des années 80 qui a été rééditée et envoyée dans les centres de documentation auprès des collégiens, des lycéens, avec un témoignage fort sur un mouvement sectaire, et puis des campagnes d'information au niveau local aussi. Donc merci pour ces beaux projets qui ont été réalisés. Diapo suivante. Et j'aurais presque tenu le timing. Voilà, le panorama des dérives sectaires actuelles, c'est celui que vous connaissez. Tous les grands groupes que vous connaissez, on est toujours vigilant dessus, même si on n'en parle pas beaucoup et que ça passe pas souvent dans la presse. Déviance dans tous les groupes religieux que j'ai cités tout à l'heure, plus résurgence de toutes les coutumes ancestrales. La santé et bien-être, voilà, c'est un domaine très important qui peut être une porte d'entrée importante pour les mouvements sectaires, on est toujours vigilant là-dessus. La formation professionnelle, c'est une petite porte d'entrée pour les mouvements sectaires, mais 10% de la formation professionnelle, dixit un membre du gouvernement en 2009 au colloque Miviludes à Lyon, 10% trustés par des mouvements sectaires. Aujourd'hui, c'est 3,7 milliards d'euros.
Donc ils ne sont pas prêts à lâcher l'affaire si on ne va pas les débusquer, si on ne travaille pas là-dessus. Le New Age, occultisme, ésotérisme, là aussi c'est une porte d'entrée très importante aujourd'hui, qui passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc il faut être présent aussi pour apporter un autre discours d'éveil un petit peu ou d'esprit critique de la population là-dessus. La nature et l'écologie, depuis 2-3 ans, voilà, tout le monde en parle. Les mouvements sectaires aussi se positionnent là-dessus pour répondre aux besoins, aux attentes de nos concitoyens. Donc on est vigilant aussi là-dessus. L'éducation, donc les écoles hors contrat, l'enseignement à domicile, là aussi une vigilance importante. Et puis attention à tout ce qui est technique, procédé particulier, les ventes multiniveaux, les ventes pyramidales. En très longtemps, c'était pris comme de l'escroquerie. Aujourd'hui, on peut avoir de l'escroquerie et de l'abus de faiblesse et de l'emprise psychologique derrière. Et ça touche pas mal de jeunes personnes de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, on a des mouvements, on a des individus qui leur proposent tout et n'importe quoi et qui vont faire perdre le patrimoine financier à la famille. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et bien sûr, tout ce qui est complotisme, conspirationnisme, qu'on prend en ligne de compte. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est le premier diagramme en haut, c'est un peu les chiffres par rapport à la Miviludes en 2020. Le diagramme du bas, c'est le chiffre donné par l'UNAFI, une des 2 grosses structures associatives en France. C'est à peu près les mêmes chiffres. Voilà. Diapo suivante. En conclusion, donc, en matière de dérive sectaire, les maîtres mots, c'est sensibilisation et objectivité pour plus de discernement. C'est pas un vain mot, mais on doit être toujours sur la ligne de crête entre les libertés fondamentales de nos concitoyens. On est dans un état de droit, on ne peut pas tout faire non plus, tout régimenter, mais parfois agir effectivement sur les agissements de mouvements ou d'individus qui sont dangereux pour nos concitoyens. Vigilance et collaboration pour plus d'échanges et d'efficacité, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien avec le travail vraiment important avec les associations et la Miviludes. Voilà, les uns sans les autres, on ne peut pas grand-chose. Les uns avec les autres, on pourra pas déplacer, mettre des montagnes, mais au moins faire avancer la prévention et la lutte contre les dérives sectaires. Diapo suivante. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus, là aussi, pour vous apporter des réponses par rapport à des situations touchant les proches. Ce ne sont que quelques-uns parmi plein d'autres. Mais n'hésitez pas aussi à prendre attache avec nous pour, voilà, si une thématique vous intéresse en plus, on sera toujours vers des articles de presse ou des livres qui existent en la matière. J'en ai mis que quelques-uns. Diapo suivante. Et voilà, le dernier rapport de la Miviludes, le rapport 2021 qui est sorti en novembre 2022, qui donne, comme tous les autres rapports, un focus un peu sur les nouvelles tendances des mouvements sectaires, mais dans ce dernier rapport qui est sorti l'année dernière, on parle beaucoup aussi des anciens mouvements sectaires, que les gens avaient plutôt tendance à oublier ou à banaliser, mais sur lesquels il faut toujours rester vigilant. Donc tout ça sont accessibles en ligne sur le site internet de la Miviludes. Vous avez sur la première page un onglet documents utiles et vous avez accès au guide Miviludes sur des thématiques particulières, guide santé, guide mineur, guide formation professionnelle, guide collectivité locale, parce qu'il y a un vrai travail aussi de sensibilisation auprès de nos élus locaux là-dessus, pour savoir ce qui se passe au niveau local. Et puis vous avez les rapports de la Miviludes tous les ans, tous les 2 ans qui sortent avec les nouvelles tendances. Diapo suivante. Avec nos coordonnées, voilà, l'adresse mail, le site internet avec la plateforme pour nous interroger. Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, voilà, à vous de voir. De toute façon, je suis avec vous toute la journée, donc n'hésitez pas à venir me voir aussi, ce sera avec plaisir. Et bravo encore pour cette journée ensemble de travail et puis tout ce qui va être mené par la suite sur les réseaux sociaux grâce à vos courts-métrages. Merci beaucoup.